Le jour de l'enterrement de ma mère, mon propre père m'a emmené derrière la chapelle et m'a dit « Maintenant, tu vas prendre sa place. Tourne-toi ». C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il n'était pas veuf, mais assassin. « Bonjour mes chéris, mes trésors, comment allez-vous ? Je suis Mamie Jeanne, j'ai 78 ans et j'habite ici dans le quartier de Belleville, à Paris. Je suis né là-bas à Dreux, une petite ville de province que vous connaissez peut-être. Mais aujourd'hui, c'est ici dans la capitale que je vis ma vie. Regardez, ce matin, j'étais là, dans ma cuisine, à faire mon passe-temps favori, préparer des crêpes bretonnes fraîches pour les vendre à la petite place du quartier. Vous savez, mes enfants, après ma retraite, j'ai découvert que j'avais un sacré talent pour faire des crêpes. J'ai commencé ça un peu par hasard, voyez-vous. J'avais des voisins qui me demandaient toujours d'en faire quand ils venaient me rendre visite. Et puis, une voisine, Madame Dubois, qui habite au coin de la rue, m'a dit « Jeanne, pourquoi tu ne commencerais pas à vendre ces crêpes? Ce sont les meilleures que j'ai jamais goûtées de ma vie. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, je me lève tôt. Vers 5 heures du matin, je tamise la farine fraîche que j'achète au marché d'Aligre. J'assaisonne avec du bon fromage de chèvre bien salé et je fais une vingtaine, une trentaine de crêpes par jour que je vends là à la petite place, sous l'ombre d'un marronnier qui s'y trouve. Les gens me connaissent déjà, ils savent que tous les matins, Mamie Jeanne est là avec ses petites crêpes bien chaudes. Ici, chez moi, c'est très simple, vous savez. C'est une petite maison, mais bien rangée. J'ai mes pots de plantes sur le balcon, des géraniums que j'adore arroser en fin d'après-midi, des hortensias qui sont magnifiques quand ils sont en fleurs. Mon petit-fils, Lucas, le fils de ma cadette, vient ici régulièrement après l'école pour faire ses devoirs avec moi. Il a 12 ans et il est malin comme un singe. Il me demande toujours des histoires anciennes. Il veut savoir comment était la vie de mon temps. Et d'ailleurs, mes chéris, avant que vous cliquiez sur ce petit bouton rouge pour liker et vous abonner à la chaîne, ce qui me rend très heureuse quand vous le faites, voyez-vous, je voudrais vous demander quelque chose de spécial. Racontez-moi ici, dans les commentaires, de quel coin de France vous me regardez et quelle heure il est là où vous êtes. Est-ce que vous regardez cette mamie le matin avec votre café, après le déjeuner en vous reposant, ou déjà le soir avant de dormir? Je lis toujours tous les commentaires et je suis ému de savoir qu'il y a des gens de partout qui écoutent cette vieille dame. Racontez-moi, je veux savoir d'où vient tant d'affection. Faisons une chaîne d'amour dans toute la France. Vous savez, mes enfants, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire que je porte dans mon cœur depuis de très nombreuses années. C'est une histoire lourde qui touche le cœur, mais elle est importante à raconter. C'est à propos de quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais toute jeune là-bas, à Dreux, en province. Une histoire sur la famille, sur les secrets qu'on garde parfois, et sur comment parfois les gens qui devraient nous protéger sont justement ceux qui nous font le plus de mal. C'est une de ces histoires pour lesquelles on a besoin de courage pour raconter, vous savez. Mais je pense ainsi, si mon histoire peut aider une personne qui traverse quelque chose de similaire, si elle peut ouvrir les yeux de quelqu'un ou donner de la force à qui en a besoin, alors ça vaut la peine de la partager avec vous. Alors prenez votre petit café, installez-vous bien dans votre fauteuil et venez avec moi dans ce voyage. Je vais vous emmener là-bas à Dreux des années 1960, quand j'étais une petite fille qui pensait connaître son père, qui pensait connaître sa famille. Mais la vie, mes chéris, nous enseigne parfois des vérités très douloureuses sur les gens qu'on aime le plus. Oh mes chéris, quand je ferme les yeux et que je pense à mon enfance là-bas à Dreux, on dirait que c'était hier, et en même temps que c'était il y a toute une vie. Je suis né en 1946. Dans une petite maison modeste en pierre, dans une rue pavée qui se trouvait près de l'église Saint-Pierre, là au centre-ville. À cette époque, Dreux était assez petite. Tout le monde se connaissait, et les familles étaient grandes, bien différentes d'aujourd'hui. Mon père s'appelait Antoine, mais tout le monde en ville l'appelait Monsieur Toine. C'était un homme grand, fort, brun, brûlé par le soleil, toujours très sérieux. Il travaillait comme ouvrier agricole dans une grande ferme qui se trouvait à quelques kilomètres hors de la ville.
Il partait de la maison avant le lever du soleil, sur sa vieille mobilette, et ne revenait que quand il faisait déjà nuit. Quand il rentrait à la maison, il arrivait toujours fatigué, avec ses vêtements qui sentaient la terre et la sueur, ses bottes poussiéreuses du chemin. Ma mère, la pauvre, s'appelait Édith. C'était une petite femme très menue, avec des yeux verts qui brillaient quand elle souriait. Elle s'occupait de la maison et de nous, les enfants. Nous étions 4. Moi, qui étais l'aîné, puis venait mon frère Raymond, qui avait 2 ans de moins que moi, Françoise, qu'on appelait Fanny, et le petit dernier, Sébastien, qui avait presque 10 ans de moins que moi. Notre maison était petite, mais ma mère la rendait accueillante. Elle avait 3 pièces seulement. Le salon à l'entrée, où se trouvait la table en bois où on mangeait, la chambre de mes parents et une autre petite chambre où je dormais avec Fanny dans un lit, et les garçons dormaient dans des lits superposés contre le mur. La cuisine était à côté, avec une cuisinière au charbon que ma mère allumait tous les jours très tôt pour faire le café. Je me souviens que je me réveillais avec l'odeur du café mélangé au charbon qui brûlait, et le bruit des casseroles de ma mère préparant le petit déjeuner. C'était toujours la même chose. Café noir bien fort, tartine ou croissant, avec du lait de la ferme voisine que Madame Renaud nous apportait tous les matins. Mon père mangeait vite, toujours en silence, prenait sa casquette et partait au travail. À cette époque à Dreux, les enfants jouaient dans la rue. Moi et mes frères, avec les enfants du voisinage, on passait la journée entière dehors. On jouait à chat perché, à cache-cache, à la marelle qu'on traçait par terre avec des morceaux de craie. Les garçons faisaient voler des cerfs-volants en papier de soie coloré que nos mères gardaient des fêtes de village. J'adorais jouer à la dinette avec Fanny. On faisait des petits plats imaginaires avec des feuilles et des cailloux. Quand il pleuvait et regardait qu'à Dreux la pluie était fréquente, on courait dans la rue pour jouer sous la pluie. Ma mère criait depuis la porte « Jeanne, rentre cette petite, sinon elle va prendre froid ». Mais elle aimait bien nous voir heureuses, vous savez. Parfois elle souriait même en nous voyant joyeuses. Ma mère était très affectueuse, elle avait toujours une caresse, un petit baiser, une main dans les cheveux pour nous. Elle savait faire des confitures de Mirabelle qui étaient délicieuses, et chaque fois qu'elle avait un peu d'argent de côté, elle nous achetait des berlingots colorés chez Monsieur Legrand. C'était notre plus grande joie. Mais avec mon père, oh, comme les choses étaient différentes. Il était très silencieux, très renfermé. Quand il rentrait du travail, toute la maison devenait silencieuse. On ne pouvait pas faire de bruit. On ne pouvait pas courir dans la maison. Il s'asseyait dans sa chaise en bois dans le salon et restait là, tranquille, à regarder le mur. Ma mère lui servait son dîner en silence aussi, toujours très prudente, pour ne pas faire de bruit avec les assiettes. Je me souviens qu'on avait peur de lui, vous savez. Ce n'était pas une peur comme ça de recevoir une fessée, parce qu'à cette époque-là, il ne nous frappait pas, non. Mais c'était une peur qu'il se mette en colère, qu'il crie, parce que quand il criait « Oh là là !», toute la maison tremblait. Sa voix était forte, grave, et quand il était irrité, tout le monde restait silencieux comme des petites souris. Ma mère nous disait toujours « Vous obéissez à votre père, d'accord, ne le mettez pas en colère, il travaille tellement pour vous nourrir. » Et on obéissait vraiment. Quand il rentrait, on courait à l'intérieur de la maison et on restait tranquille jusqu'à l'heure du coucher. Mais il y avait une chose que je remarquais et que je ne comprenais pas bien à cette époque. Parfois, quand mon père rentrait à la maison, ma mère avait des bleus sur le bras ou une marque violette sur le visage qu'elle disait être tombée ou qu'elle avait cognée contre la porte. Elle avait toujours une explication, vous savez. « Oh, Jeanne, ta mère est maladroite. J'ai trébuché sur la pierre dans la cour. Ou alors, j'ai cogné mon bras contre le coin de la table sans faire exprès. J'étais enfant et je la croyais, n'est-ce pas? Je pensais que ma mère était vraiment un peu maladroite, mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une tristesse dans son regard que je n'arrivais pas à comprendre. Elle était plus silencieuse ces jours-là, ne chantonnait pas en faisant les tâches ménagères, comme elle avait l'habitude de le faire. Et mon père, ces jours-là, était encore plus renfrogné que d'habitude.
Parfois je l'entendais regarder ma mère d'une façon étrange, comme s'il était en colère contre elle pour quelque chose qu'elle avait fait. Mais je ne savais pas quoi. C'est comme ça que j'ai grandi à Dreux, entre les jeux dans la rue pavée, les câlins de ma mère et la peur respectueuse de mon père. C'était une vie simple, de famille de province, où les hommes commandaient et les femmes obéissaient, où les enfants ne questionnaient pas les adultes, et où certains secrets restaient cachés derrière les portes fermées. Je n'imaginais pas que ces petits signes, ces marques violettes, cette tristesse dans le regard de ma mère, n'étaient que le début d'une vérité beaucoup plus sombre que je ne découvrirais que des années plus tard, quand il ne serait plus temps de la sauver. Mais chérie, c'est quand j'ai eu 15 ans en 1961 que les choses dans notre maison ont commencé à changer d'une façon qui a bouleversé tout ce que je connaissais sur ma famille. Jusqu'alors, je vivais dans ce petit monde d'enfants, jouant dans la rue, aidant ma mère dans les tâches ménagères, sans comprendre vraiment ce qui se passait entre quatre murs quand on ne regardait pas. Je me souviens comme si c'était hier du jour de mon anniversaire des 15 ans. Ma mère avait fait un gâteau au citron, mon préféré, et avait invité quelques voisines pour fêter avec moi. C'était un samedi. Mon père n'était pas allé travailler parce que le patron avait donné congé aux ouvriers. J'étais si heureuse, vous savez. 15 ans était un âge important pour nous à cette époque. Ça signifiait que je devenais jeune fille. Les voisines avaient apporté de petits cadeaux simples, un peigne en écaille, un morceau de savon parfumé, des rubans colorés pour les cheveux. Madame Renaud avait apporté un pot de crème fraîche de sa ferme pour accompagner le gâteau. Tout était si joyeux, avec les femmes qui bavardaient dans notre petit salon, riant des histoires qu'elles se racontaient les unes aux autres. C'est là que mon père est apparu à la porte. Il était allé jusqu'au café de Monsieur Legrand acheter des cigarettes. Mais quand il est revenu et a vu toute cette animation dans la maison, son visage a complètement changé. Il est devenu renfrogné avec cette mine revêche que je connaissais déjà bien. « C'est quoi tout ce vacarme ici ?» il a demandé d'une voix grave, debout à la porte du salon. « On dirait une fête de riches, tout ce bruit. » Ma mère s'est levée rapidement de la chaise où elle était assise et est allée vers lui, un peu nerveuse. « C'est l'anniversaire de Jeanne, Toine. 15 ans. J'ai invité juste les voisines pour prendre un café et manger un morceau de gâteau. Je l'ai vue la regarder d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. C'était un regard dur, froid, comme si elle avait fait quelque chose de très mal. Les voisines sont toutes devenues silencieuses d'un coup, sentant l'atmosphère lourde qui était descendue dans le salon. « Une fête pourquoi ?» il a dit, enlevant sa casquette de la tête et la jetant sur la table, en plein milieu des petites assiettes avec du gâteau. 15 ans, ce n'est pas un âge pour faire la fête, c'est un âge pour travailler. Et vous, là, à gaspiller l'argent de la maison avec des bêtises. Madame Renaud, qui était une dame courageuse, a essayé d'arranger les choses. Oh, monsieur Toine, c'est juste un petit gâteau simple. Edith l'a fait avec les citrons qui restaient de la semaine dernière. Mais il l'a coupé au milieu de la phrase. Madame Renaud, occupez-vous de votre maison. Je m'occupe de la mienne. Sa voix est sortie si grave, si menaçante, que la pauvre femme s'est recroquevillée sur sa chaise. C'est là qu'il s'est passé quelque chose qui m'a marqué pour toute la vie. Ma mère, essayant de défendre ses amis et d'adoucir la situation, a parlé doucement. « Toine, les voisines sont juste venues me tenir compagnie. Ça ne coûte rien d'avoir un peu de joie à la maison. » Voilà. C'était comme si elle avait allumé une mèche de poudre. Mon père s'est tourné vers elle lentement, très lentement, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a donné froid dans le dos. C'était de la colère, mais ce n'était pas que de la colère, c'était quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. « Tu me contredis, Edith ?» il a demandé, faisant un pas dans sa direction. « Devant tout le monde, tu me manques de respect. » Ma mère est devenue blanche, blanche comme un linge. Ses petites mains ont commencé à trembler et elle a secoué la tête pour dire non. « Non, Toine, je voulais juste dire... » Mais il ne l'a pas laissé finir. Il a levé la main droite très lentement, comme quelqu'un qui va donner une gifle,
et ma mère s'est recroquevillée tout entière. Elle a fermé les yeux en attendant le coup. Les voisines sont restées paralysées, ne sachant pas quoi faire. Pendant un moment qui a semblé une éternité, il est resté là, avec la main en l'air. Puis il a regardé autour de lui et a vu que tout le monde le regardait. Il a baissé la main, mais s'est approché très près de ma mère et a parlé doucement, mais d'un ton que tout le monde a entendu. On parlera de respect plus tard, seul. Les voisines se sont levées rapidement et ont commencé à prendre congé, inventant des excuses, qu'elles devaient aller faire le déjeuner, qu'elles avaient oublié une casserole sur le feu. En 2 minutes, notre maison était vide, seulement avec la famille. Le gâteau au citron est resté là sur la table, coupé en 2, et cette atmosphère lourde a rempli toute la maison. Mon père a pris sa casquette et est sorti sans plus rien dire. J'ai entendu le bruit de sa mobilette qui s'éloignait. Ma mère est restée immobile au milieu du salon, regardant les miettes de gâteau éparpillées par terre. Ses petites mains tremblaient encore. C'est là qu'elle s'est baissée pour commencer à nettoyer le désordre. Et j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle pleurait mais essayait de le cacher. De grosses larmes coulaient sur son visage, tombant par terre avec les miettes de gâteau. « Maman !» j'ai commencé à dire, mais elle a fait un geste pour que je me taise. « Va jouer avec tes frères, Jeanne, et ne fais pas de bruit. » Sa voix est sortie toute tremblante. Ce soir-là, quand mon père est rentré à la maison, j'ai fait semblant de dormir, mais j'ai tendu l'oreille. Je les ai entendus parler dans la chambre, mais je n'arrivais pas à comprendre les mots. Je savais juste que sa voix à lui était basse, mais dure, et qu'elle ne répondait que oui ou d'accord à tout ce qu'il disait. Le lendemain, dimanche, ma mère est apparue avec une marque violette sur le front. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, elle a dit qu'elle avait cogné contre le coin de la porte de la chambre pendant la nuit, quand elle était allée chercher de l'eau pour lui. Mais j'avais 15 ans, je n'étais plus une petite fille qui croyait n'importe quelle histoire. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à soupçonner que ces marques violettes que ma mère avait toujours, ces bleus qu'elle expliquait comme des chutes et des trébuchements, n'étaient peut-être pas du tout des accidents. C'est ce dimanche-là que j'ai remarqué aussi que ma mère a commencé à marcher différemment dans la maison, plus silencieuse, plus prudente, comme si elle faisait toujours attention à où se trouvait mon père et comment il se sentait. Quand il rentrait du travail, elle arrêtait tout ce qu'elle faisait et allait l'accueillir à la porte, lui demandant s'il voulait du café, s'il avait faim, s'il avait besoin de quelque chose. Et lui, il a commencé à me parler d'une façon différente aussi. Ce n'était plus ce père distant mais respectueux d'avant. Maintenant, il me regardait avec des yeux qui me mettaient mal à l'aise, surtout quand j'aidais ma mère à la cuisine et qu'il restait debout à la porte à simplement observer. Un jour, environ 2 semaines après mon anniversaire, il est rentré de la ferme plus tôt que d'habitude et nous a trouvés, moi et ma mère, en train de faire la lessive dans la cour. On parlait doucement de choses de femmes et on riait de temps en temps. Quand elle l'a vu là debout à nous observer, ma mère est devenue tendue immédiatement. « Beaucoup de travail pour rire comme ça, » il a dit. « Jeanne, viens ici. » Je me suis approchée de lui, un peu craintive. Il a posé sa main lourde sur mon épaule et l'a serrée fort. « Tu grandis, petite, tu deviens une jeune fille, mais ne va pas croire qu'à cause de ça, tu peux faire la fête et manquer de respect aux règles de cette maison. » « Tu as compris ?»« J'ai compris, papa. » j'ai répondu, sentant ses doigts s'enfoncer dans mon épaule. « Parfait, parce que dans cette maison, c'est moi qui commande, et ce que je dis, tout le monde obéit. Ta mère le sait très bien, n'est-ce pas, Edith ?» Ma mère a arrêté de frotter le linge et l'a regardé. « Oui, Toine, tout le monde le sait. » Mais quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu là un appel au secours qui me fait encore mal aujourd'hui. C'était comme si elle essayait de m'avertir de quelque chose, de me préparer à quelque chose, mais ne pouvait pas le dire ouvertement. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai commencé à comprendre que mon enfance heureuse à Dreux touchait à sa fin. Quelque chose de très grave se rapprochait de notre maison et je sentais au fond de mon cœur que ma mère savait exactement ce que c'était. Oh mes chéris,
Les mois qui ont suivi après mes 15 ans ont été les plus sombres de ma vie. Ce qui avait commencé comme des menaces et des regards durs s'est transformé en quelque chose de bien pire, en une violence qui me fait encore mal aujourd'hui, rien que d'y penser. Mon père a commencé à rentrer à la maison de plus en plus tôt de la ferme, toujours avec une excuse, que le travail était plus léger, que le patron avait libéré les ouvriers plus tôt, qu'il devait régler des choses à la maison. Mais la vérité, c'est qu'il voulait surveiller ma mère, contrôler chaque mouvement qu'elle faisait. La première fois que je l'ai vue la frapper pour de vrai, c'était un après-midi d'octobre, quand la chaleur était étouffante à Dreux. J'étais allé chercher de l'eau au robinet qui se trouvait dans la cour quand j'ai entendu un bruit bizarre venant de la cuisine. C'était comme le son de quelque chose qui cognait contre le bois, suivi d'un gémissement étouffé. Je me suis approché doucement de la porte de la cuisine et j'ai vu une scène qui m'a glacé le sang. Mon père avait ma mère coincée contre le mur, la tenant par le cou avec une main et avec l'autre il la frappait au visage. Ce n'étaient pas des petites gifles, non mes enfants, c'étaient de vrais coups de poing, violents, qui faisaient balancer sa tête d'un côté à l'autre. « Je t'ai dit de ne pas sortir de la maison sans me prévenir », il criait doucement, essayant de ne pas attirer l'attention des voisins. « Je t'ai dit que tu ne pouvais pas aller chez la commère Renaud, sans ma permission. » Ma mère essayait de s'expliquer, mais elle arrivait à peine à parler parce qu'il serrait son cou. « Toi, Anne, je suis juste allé rapporter le torchon qu'elle avait prêté. » Menteuse. Il a donné un autre coup de poing, 7 fois, dans le ventre, et ma mère s'est pliée en deux, essayant de reprendre son souffle. « Tu es allé là-bas pour raconter des ragots sur moi, c'est ça? Pour raconter aux autres que je te frappe ?» Je suis resté là paralysé, ne sachant pas si je courais pour l'aider ou si j'allais chercher quelqu'un. Mais avant que je puisse bouger, mon père m'a vu immobile à la porte. Pendant une seconde, nos yeux se sont croisés. J'ai vu là quelque chose que je n'oublierai jamais. Il n'y avait aucune honte sur son visage, aucun regret. Il n'y avait que de la colère d'avoir été découvert. « Jeanne », il a dit, lâchant ma mère qui a glissé le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. « Viens ici. » Je ne voulais pas, mais mes jambes m'ont porté jusqu'à lui. Ma mère, essayant encore de respirer normalement, a fait un geste de la main pour que je ne m'approche pas, mais je ne pouvais pas désobéir à mon père. Il a posé sa main lourde sur mon épaule, la même main qui venait de frapper ma mère, et a parlé très doucement à mon oreille. « Ce que tu as vu ici n'est jamais arrivé. Ta mère est tombée toute seule. Elle a cogné contre le coin de la table. C'est ce qui s'est passé, tu as compris. » J'ai hoché la tête pour dire oui, mais il a serré mon épaule jusqu'à ce que ça fasse mal. « Dis que tu as compris. »« J'ai compris, papa. » J'ai réussi à murmurer. « Parfait, parce que si tu racontes ça à quelqu'un, je vais devoir t'apprendre à toi aussi comment une femme doit se comporter dans cette maison. Et ce ne sera pas qu'avec des mots. Tu as compris ?» À ce moment-là, en regardant dans ses yeux de près, j'ai compris que mon enfance venait de se terminer définitivement. Je n'étais plus sa fille protégée. J'étais devenu autre chose, un témoin dangereux qui devait être contrôlé. Dans les mois qui ont suivi, la maison est devenue un enfer. Mon père trouvait n'importe quelle excuse pour frapper ma mère. Si la nourriture était trop chaude, si elle était froide, si elle avait mis trop de temps à répondre quand il rentrait, si elle avait répondu quelque chose qu'il n'aimait pas. Et toujours, il faisait en sorte que je voie. C'était comme s'il voulait m'enseigner quelque chose, vous savez, comme s'il me montrait quelle était la place de la femme dans sa maison. Je remarquais qu'il me regardait pendant les coups qu'il donnait, vérifiant si je faisais attention, si j'apprenais la leçon. Ma mère a commencé à changer, plus maigre, plus silencieuse, toujours avec des marques sur le corps qu'elle essayait de cacher avec les vêtements. Elle a arrêté de chantonner en travaillant, arrêté de sourire aux petites bêtises que mes petits frères faisaient. C'était comme si la joie s'était asséchée en elle. Et le pire, c'est qu'elle a commencé à s'éloigner de moi aussi. Je pense qu'elle avait peur que si on restait trop proche, ils deviennent jaloux ou méfiants. Alors, elle me parlait juste le nécessaire,
me donnait des ordres sur ce qu'il fallait faire dans la maison, mais on n'avait plus jamais ces moments de tendresse qu'on avait avant. Une nuit, je me suis réveillé avec des bruits étranges venant de leur chambre. J'ai pensé que c'était encore une dispute, mais c'était différent. Ma mère gémissait doucement, comme si elle avait mal, et mon père disait quelque chose qui m'a dégoûté. « Arrête de pleurer, Edith. C'est ton devoir d'épouse. Et maintenant, c'est aussi ta punition pour être sortie hier sans prévenir. » J'ai bouché mes oreilles et fait semblant de dormir, mais j'ai compris qu'il lui faisait mal d'autres façons aussi. Des façons qu'une fille de 15 ans ne devrait même pas savoir qu'elles existent. C'est à cette époque que mon père a commencé à faire plus attention à moi. Pas d'une façon affectueuse de père, non. C'était une attention qui me faisait peur. Il remarquait quand je grandissais, quand mon corps changeait. Parfois je sentais son regard sur moi quand je balayais la cour ou faisais la vaisselle, et ce regard me donnait des frissons. Un après-midi, quand ma mère était allée à l'épicerie acheter de la farine, il est rentré de la ferme et m'a trouvé seul à la maison. Mes frères étaient sortis jouer dans la rue. « Jeanne !» Il a appelé depuis la porte. « Viens ici !» Je suis venu en m'essuyant les mains sur mon tablier. Il est resté à me regarder d'une façon étrange, de haut en bas, comme s'il évaluait quelque chose. « Tu deviens une jolie fille », il a dit, se rapprochant, exactement comme ta mère quand elle était jeune. Quelque chose dans sa façon de parler m'a fait très peur. J'ai essayé de m'éloigner, mais il a attrapé mon bras. « Où tu vas? Tu n'aimes pas parler avec ton père ?»« Si, papa, j'ai menti. Alors reste là, tranquille. » Il a passé sa main sur mon visage dans une caresse qui n'avait rien d'une caresse de père. « Ta mère vieillit, Jeanne. Elle est fatiguée. Mais toi, tu es au meilleur moment. » Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire, mais la peur que j'ai ressentie était si grande que j'ai commencé à trembler. C'est là que j'ai entendu la voix de ma mère qui arrivait de la rue, parlant avec une voisine. Mon père m'a lâché rapidement et est allé s'asseoir sur sa chaise comme si rien ne s'était passé. Mais quand ma mère est entrée dans la maison et a vu nos visages, le mien de peur, le sien de colère d'avoir été interrompu, elle a compris tout de suite ce qui avait failli arriver. Cette nuit-là, elle est venue jusqu'à mon lit après que tout le monde soit endormi et a chuchoté à mon oreille « Jeanne, ne reste plus jamais seule à la maison avec lui, plus jamais. Tu me le promets ?» J'ai promis, mais au fond, je savais qu'une promesse comme ça allait être difficile à tenir. Mon père était malin, patient, il savait attendre le bon moment, et je sentais que ce moment se rapprochait chaque jour un peu plus. Ma mère le savait aussi. Ces derniers temps, elle me regardait avec une tristesse si profonde dans les yeux qu'on aurait dit qu'elle me disait au revoir, comme si elle savait qu'elle n'allait pas pouvoir me protéger longtemps. Et elle n'a pas pu. Mes chéris, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite un mardi de décembre 1961. C'était l'époque des fêtes de fin d'année à Dreux. Vous savez comment c'est en province. Les fêtes s'étendent jusqu'en décembre et il y avait une neuvaine à l'église Saint-Pierre, que ma mère fréquentait toujours. Elle avait demandé la permission à mon père pour y aller et il avait accepté, mais avec une condition. Elle devait revenir avant le coucher du soleil. Ce jour-là, la neuvaine s'est prolongée plus que d'habitude, parce que le curé avait annoncé des choses importantes sur la construction de la nouvelle chapelle. Ma mère était restée pour aider les autres dames à ranger les bancs de l'église et nettoyer les chandeliers après la prière. Quand elle est arrivée à la maison, il faisait déjà nuit, et j'ai vu sur son visage le désespoir de quelqu'un qui savait qu'elle allait payer cher ce retard. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai entendu ses pas arriver par la cour. Mon cœur s'est emballé parce que je savais que mon père attendait, assis sur cette chaise en bois dans le salon, regardant l'horloge murale qui marquait les heures impitoyablement. Quand il a entendu ses pas, il n'a même pas regardé vers la porte. Il a juste parlé avec cette voix glaciale que je connaissais déjà bien. « Quelle heure est-il, Edith ?»« Toine, je peux expliquer ?» Elle a commencé, enlevant son foulard de la tête avec les mains tremblantes. Le curé a demandé aux dames d'aider à... J'ai demandé quelle heure il est. Il l'a coupé au milieu de la phrase, sans même lever les yeux du sol. Il est...
Il est presque 7 heures du soir, elle a murmuré, et j'ai vu que ses petites mains tremblaient déjà. Et à quelle heure je t'ai dit de revenir? Avant le coucher du soleil, elle a répondu, et sa voix est sortie si basse qu'on l'entendait à peine. Alors tu m'as désobéi. Il s'est levé lentement de sa chaise, et j'ai lâché la cuillère en bois que j'utilisais pour remuer les haricots. Mon sang s'est glacé. Devant tout le voisinage, tu m'as désobéi. Tu as fait peu de cas de mon autorité. Je suis sorti en courant de la cuisine, et j'ai vu mes frères qui jouaient dans la cour avec des bâtons et des cailloux. Ils ont senti l'atmosphère lourde et sont rentrés en courant dans la maison. Le petit Sébastien, qui n'avait que 5 ans, s'est accroché à la jupe de ma mère, sentant le danger comme un petit animal effrayé. « Sors de là, garçon !» Mon père a ordonné à mon frère avec cette voix qui n'acceptait pas la désobéissance. « Va jouer dehors et emmène les autres. » « Non, papa, j'ai dit avec un courage que je ne sais pas d'où il est venu. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je puisse réfléchir. Laisse-le rester, il n'a rien fait de mal. » Personne ici n'a rien fait de mal. Le silence qui est descendu dans la maison était terrible. C'était comme si même les grillons dehors s'étaient arrêtés de chanter. Mon père s'est tourné vers moi, très lentement, avec une tête que je n'avais jamais vue, une tête de haine pure qui m'a donné envie de courir me cacher. « Tu veux apprendre avec elle aussi ?» il a demandé. Et sa voix était si basse, si dangereuse, que ça m'a donné des frissons. « C'est ça ? Tu veux apprendre comment une femme doit respecter un homme dans cette maison ?» Ma mère, voyant le danger dans lequel je m'étais mise, a poussé Sébastien dans ma direction. « Emmène les enfants, Jeanne. Emmène-les et sors d'ici. Va chez Madame Renaud et reste là-bas jusqu'à ce que je vienne te chercher. » Mais je n'arrivais pas à bouger. Pour la première fois de ma vie, je suis resté là, planté au milieu du salon, regardant mon père dans les yeux. Il y avait une voix dans ma tête qui criait pour que je coure, mais il y avait une autre voix, plus forte, qui disait que je ne pouvais pas abandonner ma mère. « Je ne vous laisserai pas la frapper à cause d'une neuvaine », j'ai dit. Et les mots sont sortis plus fermes que je ne l'attendais. Elle était à la maison de Dieu, elle aidait le curé, elle n'a rien fait de mal. Ce qui s'est passé ensuite a été une explosion de violence qui me donne encore des cauchemars aujourd'hui. Mon père est allé dans sa chambre et est revenu avec la ceinture en cuir qu'il utilisait pour travailler à la ferme. C'était une ceinture épaisse, lourde, avec une grosse boucle en métal qu'il gardait toujours bien polie. Quand je l'ai vu revenir avec cette chose à la main, j'ai senti mes jambes faiblir. « Maintenant vous allez apprendre toutes les deux, une fois pour toutes, quelle est la place de la femme dans cette maison, » il a dit, pliant la ceinture et testant le poids dans sa main. D'abord, il s'en est pris à ma mère. Elle a essayé de courir, mais il l'a rattrapée avant qu'elle n'arrive à la porte. Le premier coup l'a frappée dans le dos, et le bruit du cuir qui claquait était terrible, comme un fouet. Ma mère a crié et est tombée à genoux sur le sol en terre battue. 26 ans mariée avec moi, il disait entre les coups, et elle n'a toujours pas appris à obéir. La ceinture montait et descendait, montait et descendait. La boucle en métal coupait les vêtements et la peau de ma mère, et je voyais le sang commencer à apparaître. Ma mère essayait de se protéger avec ses bras, mais les coups étaient nombreux et très forts. « Arrête! Arrête de la frapper !» j'ai crié, et avant de pouvoir penser à ce que je faisais, je me suis jeté sur ma mère, essayant de la protéger avec mon propre corps. C'est là qu'il a retourné toute sa colère contre moi. La ceinture a commencé à tomber sur mon dos, sur ma tête, sur mes bras. La douleur était insupportable. C'était comme si on me coupait la peau avec un rasoir. Chaque coup de la boucle en métal laissait une coupure profonde, et je sentais le sang mouiller mes vêtements. « Une enfant qui me tient tête !» il hurlait sans arrêter de frapper. « Une enfant qui ne respecte pas son père, alors tu vas apprendre avec elle !» Mes frères pleuraient dans le coin du salon, serrés les uns contre les autres, voyant cette scène d'horreur. Le petit Sébastien criait « Arrête, papa, arrête, tu vas la tuer !» Mais ça ne faisait qu'augmenter sa colère. C'était comme si voir les enfants pleurer, voir la peur sur leur visage, ne faisait qu'alimenter encore plus la violence. Ma mère, même en saignant, même brisée par la douleur, a réussi à se lever du sol.
Je n'oublierai jamais son visage à ce moment-là. C'était un visage de désespoir total, d'une mère qui savait qu'elle pouvait perdre sa fille si elle ne faisait pas quelque chose. « Arrête de frapper ma fille !» Elle a crié avec une force que je n'avais jamais vue chez elle. « Tue-moi si tu veux, mais laisse-la tranquille, c'est une enfant. » Et alors elle a fait quelque chose qui a tout changé. Elle s'est jetée sur lui et a essayé d'arracher la ceinture de sa main. Pendant quelques secondes, ils se sont battus pour la ceinture, tirant chacun d'un côté. Ma mère utilisait une force qui venait du désespoir, la force d'une mère protégeant son enfant. « Lâche cette ceinture, Antoine !» elle criait, essayant de tordre son bras. « Ça suffit, c'est assez !» Pendant un moment, on aurait dit qu'elle allait réussir. Elle arrivait à desserrer ses doigts. Elle était presque en train de lui prendre la ceinture. Mais mon père était beaucoup plus fort, et la colère lui avait donné une force supplémentaire. Il lui a donné une poussée de toute sa force. Une poussée violente, brutale, qui a fait voler ma mère dans les airs et cogner sa tête contre le coin de la table en bois lourde qui se trouvait dans le salon. Le bruit était terrible, un son sec, comme du bois qui se fend, qui a résonné dans toute la maison. Ma mère est tombée par terre et est restée immobile, avec un filet de sang qui coulait de son front et se répandait sur le sol en terre battue. Pendant quelques secondes qui ont semblé des heures, personne n'a bougé. Le monde entier s'est arrêté. Même mon père est resté immobile, la regardant étendue, avec la ceinture encore à la main. C'était comme s'il s'était lui-même effrayé de ce qui venait de se passer. « Maman !» J'ai appelé doucement, en me traînant jusqu'à elle. Ma voix est sortie étrange, presque un murmure. « Maman, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. » Mais elle ne bougeait pas. Ses yeux étaient ouverts, mais c'était comme s'ils ne voyaient rien. Ils étaient vitreux, perdus, regardant vers un endroit que seule elle pouvait voir. J'ai secoué son épaule. « Maman, réponds. Parle-moi. » C'est là qu'elle a tourné la tête vers moi, lentement, très lentement, comme si chaque mouvement faisait très mal. Elle a réussi à murmurer avec une voix presque disparue. « Jeanne, ma fille, écoute, écoute bien. Parle, maman, je t'écoute. » J'ai pleuré, tenant sa main glacée. « Quand il dormira, quand il se détendra, tu cours, tu vas chez la commère Renaud, tu racontes tout ce qui s'est passé ici. Tu promets ? » « Non, maman, ne parle pas comme ça. » J'ai pleuré encore plus. « On va sortir d'ici ensemble maintenant. Je vais t'aider à te lever et on va partir. » Mais elle a secoué la tête, presque imperceptiblement. « Non, je ne peux pas me lever. Jeanne, il y a quelque chose d'important. Fais attention à sa ceinture. Quand il l'enlèvera, regarde bien la ceinture. Quelle ceinture, maman? Pourquoi la ceinture? Regarde bien, il y a du sang, ce n'est pas que le tien, ce n'est pas que le mien. » Elle faisait un effort terrible pour parler, comme si chaque mot était une montagne. Il y en avait déjà, avant aujourd'hui, il y en avait déjà. À ce moment-là, je n'ai pas complètement compris ce qu'elle voulait dire, mais j'ai gravé chaque mot dans ma mémoire. Mon père, qui était resté immobile tout ce temps, a soudain réagi. Il s'est approché de nous et a dit d'une voix qui essayait d'être normale. « Elle s'est juste cogné la tête, elle ira bien. C'est juste une bosse, aide-la à se lever. » Mais quand j'ai essayé d'aider ma mère à s'asseoir, elle a gémi d'une douleur si forte que ça m'a brisé le cœur. Il y avait quelque chose de très grave qui se passait à l'intérieur de son corps. Elle essayait de respirer, mais l'air n'entrait pas bien. « Elle a besoin d'un médecin », j'ai dit à mon père en essayant de garder une voix ferme. « Il faut l'emmener à l'hôpital de Dreux maintenant. » « L'hôpital ? Certainement pas, » il a répondu sèchement, rangeant la ceinture dans son pantalon comme si rien ne s'était passé. « Elle a juste besoin de se reposer. Demain, elle ira bien. Les femmes sont résistantes. » Cette nuit-là a été la plus longue de ma vie. J'ai porté ma mère dans sa chambre avec l'aide de Raymond. Elle est restée allongée dans le lit, gémissant doucement de temps en temps, respirant d'une façon étrange, comme si chaque respiration était un combat. Je suis restée assise par terre à côté du lit, tenant sa main, la sentant devenir de plus en plus froide. De temps en temps, je mouillais un linge dans la bassine d'eau et le passais sur son front, nettoyant le sang qui ne cessait de couler.
Mon père, après avoir dîné comme si rien ne s'était passé, est allé dormir. Je l'ai entendu ronfler dans la chambre à côté, un ronflement lourd de quelqu'un qui dormait tranquille, sans aucun remords. C'était presque l'aube quand ma mère a ouvert les yeux et m'a regardé avec une clarté qui m'a effrayé. C'était comme si elle était revenue pour quelques minutes, juste pour me donner un message important. « Jeanne, fais attention. Écoute bien. La ceinture. Regarde bien. Quand il l'enlèvera, sur la boucle, il y a du sang vieux, du sang séché. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y en avait déjà d'autres fois. Maman, quelles autres fois? Les fois où je suis tombé, où j'ai trébuché. Il a toujours utilisé la ceinture. Toujours. » Elle a fait une pause, respirant avec difficulté. Sur la boucle, il y a des cheveux, mes cheveux collés depuis des années. À ce moment-là, une vérité terrible a commencé à se former dans ma tête. Les chutes dans l'escalier, les bleus, les marques violettes qu'elle expliquait toujours comme des accidents, tout avait été lui. Ça avait toujours été lui. « Jeanne, quand je ne serai plus là, il voudra que tu prennes ma place. Promets-moi que tu ne le laisseras pas faire. Promets que tu raconteras tout à tout le monde. Maman, arrête de parler comme ça, tu vas aller mieux. Demain, on va partir d'ici. » Mais elle a secoué la tête. « Je ne vais pas, je n'y arriverai pas. Mais toi, tu peux, tu dois... » Elle a fermé les yeux et n'a plus parlé. Sa respiration est devenue de plus en plus faible, de plus en plus espacée. Je suis resté là à tenir sa main, sentant la vie partir petit à petit, quand le soleil s'est levé, illuminant la chambre avec une lumière dorée qui entrait par la petite fenêtre. Ma mère ne respirait plus. Mon père s'est réveillé, l'a vue là immobile, et a fait une mise en scène qui m'a dégoûté. Il a commencé à pleurer, à l'appeler, à feindre le désespoir. « Edith, ma femme, réveille-toi, ne me laisse pas seule. » Il a appelé le voisin Monsieur Legrand de l'épicerie pour aider à l'emmener chez le médecin. Mais tout le monde savait déjà qu'il était trop tard. Le docteur Séverin, qui était le seul médecin de Dreux à cette époque, est venu jusqu'à notre maison, l'a examiné et a confirmé. C'était une crise cardiaque foudroyante. Son cœur n'a pas supporté le choc de la chute. Et c'est comme ça que ma mère est devenue une femme de plus morte d'une crise cardiaque à Dreux. Une victime de plus que personne n'a questionné, un secret de plus qui est resté enterré avec elle. Mais moi, je connaissais la vérité. Et pire, je savais que maintenant, j'étais la suivante sur la liste. Quand tout le monde serait parti de l'enterrement, quand la poussière serait retombée, j'allais occuper la place que ma mère avait laissée vacante. Sauf que cette fois, ce serait différent. Parce que ma mère m'avait donné une arme. Elle m'avait appris à regarder sa ceinture. Et j'allais très bien regarder. Mais chérie, l'enterrement de ma mère a été fixé au lendemain, un jeudi. À Dreux, à cette époque, quand quelqu'un mourait, toute la ville s'arrêtait pour présenter ses condoléances. Notre petite maison était bondée de monde. Voisins, commères, connaissances de la ferme où mon père travaillait, dames de l'église qui venaient réciter le chapelet. Mon père jouait le rôle du veuf endeuillé avec une perfection qui me dégoûtait. Il avait mis ses plus beaux habits noirs, avait peigné ses cheveux avec de la brillantine et recevait les condoléances avec un visage de souffrance qui trompait tout le monde. « Pauvre Toine », j'ai entendu Madame Renaud chuchoter à une autre voisine. « Il a perdu sa femme comme ça du jour au lendemain, une crise cardiaque, si jeune encore. »« C'est dommage », a répondu l'autre. « Et maintenant, il va devoir élever tous ses enfants tout seul. » J'étais assise dans un coin du salon, vêtue d'une robe noire qu'une voisine avait prêtée, faisant semblant d'être en deuil. Mais à l'intérieur, je bouillonnais de rage. Chaque fois que quelqu'un venait me présenter ses condoléances, disant « Ta mère était une sainte » ou « Elle est dans un endroit meilleur maintenant », j'avais envie de crier la vérité. C'est dans l'après-midi que j'ai remarqué mon père faire quelque chose d'étrange. Il parlait avec Monsieur Legrand de l'épicerie, recevant les condoléances, quand il a enlevé sa ceinture. Il a dit qu'elle était trop serrée, que la nervosité l'avait fait gonfler. Il a accroché la ceinture sur une chaise qui se trouvait près de là où j'étais assise. À ce moment-là, je me suis souvenu des dernières paroles de ma mère. « Regarde bien la ceinture. »
J'ai attendu que tout le monde soit distrait par les prières que les dames faisaient autour du cercueil. Doucement, sans attirer l'attention, je me suis approché de la chaise où la ceinture était accrochée. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang jusqu'aux os. La boucle en métal, que mon père gardait toujours polie et brillante, avait des taches sombres incrustées dans les plis. Ce n'étaient pas des taches de rouille ou de saleté, c'était du sang, mes chéris, du sang séché, sombre, qui était déjà là depuis longtemps. Et pire encore, coincés dans les petits coins de la boucle, il y avait des fils de cheveux, des cheveux châtain clair, exactement de la même couleur que les cheveux de ma mère. À ce moment-là, tout a pris sens. Les chutes qu'elle avait, les bleus violets qui apparaissaient sur son corps, les fois où elle trébuchait dans l'escalier ou cognait contre le coin de la porte. Ce n'était rien de tout ça. C'était cette ceinture, toujours cette ceinture. Mon père n'avait pas tué ma mère seulement la veille. Il l'a tuée petit à petit, coup après coup, pendant des années, et personne n'avait jamais rien soupçonné. J'étais là à regarder cette preuve terrible quand j'ai senti une main lourde sur mon épaule. C'était mon père. « Qu'est-ce que tu fais là, Jeanne ?» Il a demandé doucement pour que personne n'entende. « Rien, papa. Je regardais juste la ceinture qui est tombée de la chaise. » Il m'a regardé avec ses yeux durs. « Laisse cette ceinture-là. Ne touche pas aux affaires des autres. » Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une hâte à m'éloigner de là, qui m'a fait comprendre qu'il savait exactement ce que j'avais vu. Et je savais qu'il savait que je savais. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et qu'il ne reste que nous de la famille dans la maison vide avec le cercueil de ma mère, mon père m'a appelé pour parler dans la cour. « Jeanne, il a dit, allumant une cigarette et soufflant la fumée lentement, « demain, après l'enterrement, les choses vont changer ici à la maison. » « Comment ça, papa ? » « Ta mère n'est plus là pour s'occuper de la maison, pour s'occuper de tes petits frères. Maintenant, tu es l'aîné. C'est ta responsabilité de prendre sa place. » Mais j'ai senti un frisson parcourir mon épine dorsale. Quelle place, papa ? La place de femme de la maison, s'occuper de la cuisine, du ménage, des garçons. Et de moi aussi. Il a pris une longue bouffée de sa cigarette et m'a regardé d'une façon qui m'a donné envie de courir. De la façon dont ta mère s'occupait de moi. À ce moment-là, j'ai tout compris. Il ne parlait pas que des tâches ménagères. Il parlait de moi devenant la nouvelle victime, d'occuper la place de ma mère dans tous les sens. Et si je refusais, si je désobéissais, cette ceinture serait utilisée sur moi aussi. Je suis encore une enfant, papa. Je n'ai que 15 ans. Un âge suffisant pour apprendre. Ta mère avait 15 ans quand elle s'est mariée avec moi. Et regarde comme elle a bien appris. Il a jeté sa cigarette par terre et a marché dessus. Tu vas apprendre aussi, Jeanne, de la façon facile ou de la façon difficile. Cette nuit-là, allongée par terre à côté du cercueil de ma mère, parce que c'était la tradition que quelqu'un de la famille veille le corps, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas le laisser me briser comme il l'avait brisé elle. Je n'allais pas mourir petit à petit comme ma mère était morte. Et je n'allais pas laisser cet homme continuer à faire semblant d'être une victime du destin, quand en réalité, c'était un assassin. Le jour de l'enterrement, qui était un vendredi, toute la ville est allée au cimetière de Dreux. Le curé était sur le point de commencer la prière finale quand j'ai fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Je me suis levé du banc où j'étais assise et j'ai marché jusqu'à l'avant de la chapelle du cimetière où le curé se tenait avec le livre de prière à la main. Tout le monde est devenu silencieux, me regardant, pensant que j'allais dire quelque chose de beau sur ma mère. « Mon père !» j'ai dit avec une voix plus ferme que je n'imaginais pouvoir avoir. « Avant que vous commenciez la prière, je voudrais montrer quelque chose d'important à tous ceux qui sont ici. » Le curé, qui était un homme bon, appelé Père Michel, a été surpris. « Qu'est-ce que c'est, ma fille ?» Sans plus rien dire, je me suis retourné dos à la foule et j'ai soulevé ma blouse. Sur mon dos, il y avait encore les marques fraîches et sanglantes de la ceinture de mon père. Des coupures profondes faites par la boucle en métal, des bleus, violets et noirs qui couvraient toute l'étendue de mon dos.
Un murmure d'horreur a parcouru la foule. J'ai entendu quelques femmes crier de peur. D'autres ont commencé à pleurer. Le curé lui-même est resté sans voix pendant quelques secondes. Alors je me suis retourné face à tout le monde et j'ai pointé mon père qui était assis au premier rang avec le visage de quelqu'un qui avait vu un fantôme. La même ceinture qui m'a fait ça hier soir a tué ma mère avant-hier. Ce n'est pas un veuf, tout le monde. C'est un assassin. Le silence qui est descendu sur le cimetière était total. C'était comme si même les oiseaux s'étaient arrêtés de chanter. Tout le monde me regardait, puis regardait mon père, puis me regardait à nouveau, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Mon père s'est levé du banc, comme s'il allait dire quelque chose, mais je ne l'ai pas laissé faire. Il l'a tue petit à petit depuis des années, toutes ces fois où elle est tombée dans l'escalier, où elle a trébuché, où elle a cogné contre la porte, c'étaient des mensonges. C'était lui qui l'a frappée avec cette ceinture. « Jeanne, tu es perturbée par la douleur. » Il a commencé à parler, essayant d'utiliser cette voix de père inquiet qui trompait tout le monde. « Perturbée, rien du tout !» j'ai crié. « Regardez sa ceinture. Regardez la boucle. Il y a du sang séché de ma mère collé dessus. Et il y a aussi ses cheveux, des cheveux qu'il a arrachés avec les coups qu'il donnait. C'est là qu'il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Madame Renaud, qui connaissait ma mère depuis qu'elle était petite fille, s'est levée du milieu de la foule. J'ai toujours eu des doutes, j'ai toujours trouvé bizarre tant d'accidents. Elle pleurait, mais avait peur de dire quelque chose. Elle avait peur de lui. D'autres voix ont commencé à se joindre à la sienne. C'est vrai, Edith avait toujours de nouvelles marques. Elle a changé ces derniers temps, plus maigre, plus silencieuse. Le sergent Jean, qui était le représentant de la loi à Dreux, était présent à l'enterrement. Il s'est approché de moi. « Petite, tu es sûre de ce que tu dis? C'est une accusation très grave. »« J'en suis sûr, monsieur, et je peux le prouver. » J'ai regardé droit dans les yeux de mon père, qui était pâle comme un linge. « Demandez-lui d'enlever sa ceinture. Demandez à examiner la boucle. Vous verrez le sang de ma mère qui est encore là. » Mon père a essayé de reculer, mais il y avait déjà trop de monde autour de lui. Le sergent Jean a été ferme. « Antoine, il va falloir coopérer. Enlève ta ceinture. »« C'est absurde. Ma fille est bouleversée par le chagrin. » Mon père a protesté. « Je ne vais pas me soumettre à cette humiliation. » Mais le sergent ne plaisantait pas. « Soit tu l'enlèves, soit je l'enlève. À toi de choisir. » Avec les mains tremblantes de nervosité, mon père a enlevé sa ceinture. Le sergent a pris la boucle en métal et l'a examinée avec attention. Après quelques secondes, son visage a complètement changé. « Mon Dieu !» il a murmuré. « Il y a vraiment du sang séché ici. Et des fils de cheveux. » Il a regardé la foule. La petite dit la vérité. Ce qui s'est passé ensuite était comme une tempête. Tout le monde a commencé à parler en même temps, à poser des questions, à regarder mon père avec dégoût et colère. Quelques femmes sont venues m'embrasser, pleurant avec moi. D'autres sont allées regarder le cercueil de ma mère avec d'autres yeux, comprenant finalement comment elle était vraiment morte. Le sergent Jean a arrêté mon père là même devant tout le monde. « Antoine Silva, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'homicide. Nous allons exhumer le corps de votre épouse pour une enquête plus détaillée. » Quand ils l'ont emmené menotté, il a encore essayé de me regarder avec colère, comme si j'étais la coupable de tout. Mais je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardé en retour, fermement jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la poussière soulevée par le fourgon. L'enterrement de ma mère a eu lieu ce même jour, mais maintenant c'était différent. Maintenant tout le monde savait la vérité. Maintenant, elle n'était plus la femme morte d'une crise cardiaque. C'était la femme qui avait été assassinée par son propre mari petit à petit, pendant des années. Et moi, qui avais passé 15 ans de ma vie avec peur de lui, j'étais finalement libre. Les marques sur mon corps ont cicatrisé avec le temps, mais elles avaient servi de carte qui avait conduit mon père en prison et sauvé ma propre vie. La justice de Dreux a confirmé plus tard ce que je savais déjà. Ma mère était morte d'une hémorragie interne causée par un traumatisme crânien.
La crise cardiaque avait été inventée pour cacher le crime. Mon père a été condamné à 20 ans de prison pour homicide et mauvais traitement. Moi et mes frères sommes allés vivre avec notre tante Zoé, la sœur de ma mère, qui nous a accueillis avec tout l'amour du monde. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que tous les hommes ne sont pas comme mon père, que toutes les familles ne vivent pas dans la peur, qu'il est possible de vivre en paix. Mes chéris, me voici aujourd'hui à 78 ans, en train de vous raconter cette histoire depuis ma petite maison simple, à Belleville, à Paris. Il semble impossible que cette petite fille de 15 ans qui a affronté son propre père dans un cimetière à Dreux soit la même mamie qui est ici maintenant, faisant des crêpes tôt le matin pour vendre à la petite place. La vie après ce jour-là a complètement changé. Moi et mes frères sommes allés vivre avec notre tante Zoé, qui était veuve et habitait dans une plus grande maison aussi à Dreux. Elle nous a accueillis avec un amour que je ne savais même pas qui existait. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu ce que c'était de vivre dans une maison où les gens parlaient sans peur, où personne ne baissait la voix quand l'homme arrivait, où les enfants pouvaient jouer et rire sans se soucier de réveiller quelqu'un. Tante Zoé était une femme forte, travailleuse, qui cousait pour gagner sa vie. Elle m'a appris à coudre aussi, et pendant quelques années, c'est comme ça qu'on a vécu. Je l'aidais avec la couture. Je m'occupais de mes petits frères, et petit à petit, j'apprenais ce que c'était d'avoir une vraie famille. C'est dans la maison de tante Zoé que j'ai rencontré mon défunt mari, Joseph. Il était le fils d'une de ses amies, un bon garçon, travailleur, qui était venu de Paris passer les vacances à Dreux. J'avais 17 ans quand on s'est connus, et il a été la première personne qui m'a fait comprendre qu'un homme pouvait être affectueux sans être violent, qu'il pouvait avoir de l'autorité sans être un tyran. On s'est fréquentés pendant 2 ans, toujours avec la supervision de tante Zoé, comme c'était la coutume à cette époque. En 1964, quand j'ai eu 19 ans, on s'est mariés à l'église Saint-Pierre, la même où ma mère allait faire ses neuvaines. C'était un mariage simple, mais plein de joie. Tante Zoé a fait ma robe de mariée de ses propres mains et tout le voisinage est venu nous bénir. Peu après le mariage, on est venu habiter ici à Paris. Joseph travaillait comme mécanicien dans un garage au centre-ville et moi j'ai continué à coudre à la maison. Notre vie était simple, mais c'était la nôtre. On a eu 3 enfants. Conception, qui a 58 ans aujourd'hui et habite à Lyon-Raymond, qui a 56 ans et travaille comme chauffeur ici même à Paris, et la petite dernière, Sophie, qui a 52 ans et est professeure dans une école ici dans le quartier. Joseph a été un mari merveilleux pendant toutes les 45 années qu'on a vécues ensemble. Il est mort il y a 13 ans d'une pneumonie, mais il a laissé un bon souvenir, vous savez, un souvenir de quelqu'un qui a vécu une vie d'amour, de respect, de camaraderie. Jamais, pendant toutes ces années, il n'a levé la main sur moi, jamais il n'a crié sur moi. Quand on avait un désaccord, on parlait comme des gens civilisés. Aujourd'hui, ma routine est très tranquille. Je me réveille tous les jours à 5 heures du matin. Je fais mon petit café noir bien fort, une habitude qui vient de l'époque de Dreux, et je commence à préparer les crêpes. J'achète la farine fraîche au marché d'Aligre, qui se trouve tout près d'ici. J'assaisonne avec du fromage de chèvre, de la noix de coco râpée. Parfois je fais des crêpes sucrées avec de la confiture quand il reste un peu d'argent en plus. J'apporte les crêpes à la petite place vers 7 heures du matin. J'ai déjà ma clientèle habituelle, monsieur Antoine, qui travaille à la boulangerie et achète toujours 2 crêpes salées. Madame Marie, qui vient chercher une sucrée pour son goûter de l'après-midi. Les gamins qui passent en allant à l'école et s'arrêtent toujours pour acheter une petite crêpe avec Mamie Jeanne, comme ils m'appellent. J'aime beaucoup bavarder avec les gens là-bas à la place. J'écoute les problèmes de certains, je donne des conseils à d'autres, je prends connaissance des nouvelles du quartier. C'est une vie simple, mais c'est ma vie, construite par mes propres efforts, sans peur, sans violence. L'après-midi, quand je rentre à la maison, je reçois la visite de mes petits-enfants. Lucas, qui est le fils de Sophie, vient toujours faire ses devoirs avec moi. Il a 12 ans et il est très intelligent. Il veut tout savoir, il pose 1000 questions sur comment c'était la vie autrefois.
Parfois je raconte quelques histoires, les belles histoires, bien sûr, sur comment était dreux de mon temps, sur les jeux qu'on faisait dans la rue. J'ai 4 autres petits-enfants aussi, 2 enfants de conception, qui habitent à Lyon, et 2 filles de Raymond, qui viennent me rendre visite tous les week-ends. La maison devient une fête quand ils sont tous là. On fait un grand déjeuner, on bavarde, on rit, et je regarde cette famille que j'ai aidé à former, et je remercie Dieu de m'avoir donné la force d'arriver jusqu'ici. Le soir, j'aime m'asseoir sur le balcon de ma maison et arroser mes plantes. J'ai des géraniums, des hortensias, des petites roses que j'ai plantées dans une vieille boîte de conserve. C'est mon moment de paix, quand je réfléchis à la vie, à tout ce que j'ai traversé, à tout ce que j'ai conquis. Parfois, quand je suis là à arroser les plantes, regardant le mouvement de la rue, je pense à ma mère. Je pense à ce qu'elle dirait si elle voyait comment notre famille est devenue, comment les enfants qu'elle a protégés ont bien grandi, comment ses petits-enfants sont heureux et en bonne santé. Je pense qu'elle serait fière, vous savez, fière de voir que son sacrifice n'a pas été vain. Mon frère Sébastien habite près d'ici aussi. Il travaille comme maçon et vient me rendre visite tous les mardis. On prend le café ensemble et on parle du bon vieux temps. Raymond, mon frère. Non, mon fils habite toujours à Dreux avec une grande famille là-bas. Fanny s'est mariée et est partie habiter à Marseille, mais elle envoie toujours des nouvelles. Ici, à Paris, à Belleville, je me sens chez moi. C'est ici que j'ai construit ma vraie vie, ici que j'ai élevé mes enfants, ici que j'ai vieilli aux côtés de Joseph. Quand je sors le matin pour vendre les crêpes et que je vois le mouvement de la ville, les gens qui courent au travail, les enfants qui vont à l'école, je ressens une gratitude énorme d'être en vie, d'être arrivé jusqu'ici. Je n'ai pas de luxe, je n'ai pas de richesse matérielle, mais j'ai quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. J'ai la paix. J'ai le sommeil tranquille de quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire, de quelqu'un qui a affronté ses peurs, de quelqu'un qui a choisi la vérité, même quand c'était dangereux. J'ai la joie de voir mes petits-enfants grandir dans une famille où l'amour existe vraiment, où les femmes sont respectées, où les enfants peuvent être des enfants. Et chaque crêpe que je vends, chaque sourire que je reçois à la place, chaque câlin de mes petits-enfants, c'est une preuve que ça en valait la peine de se battre. Ça en valait la peine d'avoir du courage ce jour-là au cimetière. Ça en valait la peine de briser le silence, mes chéris, après vous avoir raconté toute cette histoire. Mon cœur est lourd, mais aussi plein d'espoir. Lourd parce que me souvenir de tout ça fait encore mal, même après tant d'années. Mais plein d'espoir, parce que je sais que mon histoire peut aider quelqu'un qui traverse une situation similaire. Si vous qui m'écoutez maintenant vivez dans une maison où vous avez peur, où on vous frappe, où on vous humilie, où quelqu'un vous fait du mal et fait ensuite comme si rien ne s'était passé, je veux vous dire quelque chose de très important. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une façon d'être pour un homme, ce n'est pas une coutume de famille, ce n'est pas une punition que vous méritez, c'est un crime, et vous n'avez pas à le supporter. Je sais que c'est difficile de dénoncer. Je sais qu'il y a cette peur, cette honte, cette pensée de qui va me croire. Je suis passé par là aussi. J'ai passé des années à voir ma mère se faire frapper et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment aider. Mais quand je suis arrivé à ma limite, quand j'ai vu que soit je faisais quelque chose, soit j'allais mourir comme elle, j'ai trouvé un courage que je ne savais même pas que j'avais. Le courage ne vient pas de nulle part, mes enfants. Il vient quand on comprend que notre vie vaut plus que la peur, quand on comprend qu'on n'est pas né pour être le sac de sable de personne. Quand on comprend que nos enfants, nos frères, méritent de vivre dans une maison où on n'entend pas de cris, où on ne voit pas de violence. Cette ceinture sale de sang que mon père utilisait pour me frapper et pour tuer ma mère est devenue la preuve qu'il a mis en prison. Les marques sur mon dos, qui ont tant fait mal, sont devenues la carte qui m'a mené vers la liberté. Parfois, nos blessures sont les seuls témoins que nous avons. N'ayez pas honte de les montrer quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, quand je vois mes petits-enfants jouer dans la cour sans peur, quand je vois ma fille être respectée par son mari, quand je dors tranquille sans entendre de cris ni de coups,
Je remercie d'avoir eu le courage ce jour-là au cimetière. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais c'était celle qui m'a sauvé. Et pour vous qui pouvez aider quelqu'un, faites attention aux signes. Cette voisine qui a toujours des bleus de chute, cette amie qui devient de plus en plus silencieuse, cette parente qui s'est isolée de la famille. Parfois, « tu peux compter sur moi » peut faire la différence entre la vie et la mort d'une personne. Dans tous les pays du monde, il existe des autorités et des organisations prêtes à aider ceux qui souffrent de violences domestiques. Cherchez dans votre région. Demandez de l'aide à la police, dans les hôpitaux, dans les églises, dans les écoles. La dignité et le respect sont des valeurs universelles, peu importe où vous êtes. Mes chéris qui m'avez accompagné jusqu'à la fin de cette histoire, vous qui avez eu le courage d'écouter cette vérité difficile, faites quelque chose pour cette mamie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce n'est pas juste pour aider la chaîne à grandir, non, c'est parce que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, doivent arriver à ceux qui ont besoin de les entendre. Combien de femmes là-bas souffrent en silence, comme ma mère a souffert? Combien d'enfants ont peur, comme j'avais peur? Et laissez un mot dans les commentaires, un seul mot qui prouve que vous avez regardé jusqu'à la fin. Écrivez « force », parce que c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui peut sauver d'autres personnes aussi. Faites-le maintenant. N'attendez pas une minute de plus. Cette histoire peut arriver à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, à ce moment précis. Un câlin plein de tendresse de Mamie Jeanne. Que Dieu vous bénisse et protège vos familles.